premier mini-colloque sur les questions socialement vives pour et dans le domaine de l'enseignement du français et en français. Ce premier mini-colloque s'insère dans une série de 2 mini-colloques, 3 visioconférences sur l'anxiété, une table ronde sur le décrochage ou la poursuite d'une carrière dans l'enseignement du français et en français. Ces événements sont conceptualisés et réalisés par une équipe de chercheurs de 6 universités, 5 canadiennes, faculté d'éducation à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, la Laurentienne, Ottawa et l'Université York en Ontario et l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, et aussi Aix-Marseille, l'Université Aix-Marseille en France, et donc des représentants de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille. Les tables rondes du mini-colloque d'aujourd'hui se pencheront plus précisément sur les questions liées au marché du travail, de l'enseignement du français et en français, y compris le recrutement international et les bonnes pratiques d'intégration et de partage de connaissances pour soutenir le recrutement, bien sûr, et la rétention des enseignants, des étudiants, des formateurs et des jeunes qui sont dans les facultés d'éducation dans ce domaine éducatif. Cette série de mini-colloques, visioconférences, tables rondes est montée par Camrise, un projet de recherche propulsé par le campus Glendon de l'Université York, et il est financé par l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne, dans le cadre de leur initiative majeure intitulée Objectif 2036, l'enseignement du français et en français, une pièce maîtresse de la dualité linguistique au Canada. Cette table ronde numéro 1 parle de regards croisés entre l'Université York et l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille, et nous aborderons donc des questions de formation des enseignants et des étudiants à l'international. Bien sûr, les personnes sur cette table ronde ont été particulièrement choisies pour compléter un petit peu notre représentation sur cette valorisation de l'expérience internationale qui inclut bien sûr les enseignants et les étudiants formés à l'étranger qui font le projet de partir et intégrer le Canada. Est-ce que cette dimension internationale est valorisée dans les conseils scolaires, que ce soit public, privé et catholique en Ontario ou dans le reste du Canada? Donc, nous apparaîtrons dans l'ordre Patrice Bonnet, qui est directeur adjoint de la formation des enseignants, encore une fois, de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à l'Université Aix-Marseille. Patrice est particulièrement responsable de la formation donc des enseignants et de cette dimension internationale. Laura Crane, qui est directrice des affaires académiques et des opérations académiques à la faculté d'éducation à York. Laura Crane a particulièrement étudié la perception de cette internationalisation chez les recruteurs en Ontario. Est-ce une valeur ajoutée ou pas? Donc, vous voyez qu'il y aura déjà un débat intéressant sur cette question. Mathilde Favier, anciennement responsable du pôle recherche et coopération à l'international de l'INSP, est depuis cette année responsable du pôle empirique financé sur 10 ans, et ce pôle pilote est, à mon avis, très intéressant pour notre conversation aujourd'hui, puisqu'on va aborder les questions de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation, et de voir justement comment ce pôle et les études et les acteurs qui sont regroupés sous ce pôle peuvent faire évoluer la formation initiale et continue pour optimiser, bien sûr, la réussite et la formation des étudiants avec un adossement à la recherche. Nous avons aussi sur cette table ronde Eric Kuhn. Eric, avant de rejoindre le conseil scolaire de la région de Halton, a travaillé au début de sa carrière en 2006 comme enseignant et chef de département du français au lycée de Missage au Cameroun, Afrique centrale. Il a été ensuite chef de département
de français à Town Center Private High School et enseignant de français au niveau postsecondaire au collège Sénéca en Ontario entre 2012 et 2015. Donc ça, c'est pré-recrutement dans un conseil scolaire en Ontario. Il a ensuite a une maîtrise réalisée en études françaises à l'Université York. Il suit actuellement des études doctorales. Ce qui est intéressant dans le parcours de Eric, c'est que donc il est aujourd'hui, depuis son arrivée au Canada, il est leader communautaire et étudiant, mais aussi très rapidement, après avoir enseigné, il est passé chef de département de français, examinateur du DELF, et en ce moment, il occupe le poste de responsable du programme pour l'établissement des jeunes, pour tout ce qui touche l'équité et l'éducation inclusive. Il a également été nommé depuis septembre 2020 pour un mandat de 3 ans au groupe de travail consultatif provincial sur l'équité et la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. Donc, un parcours très rapide, et on se pose la question, est-ce que la dimension internationale a joué quelque chose dans ce parcours fulgurant pour Eric? Finalement, donc Alice Delzeriès, qui est la directrice adjointe recherche et coopération à l'international. Dans sa présentation, Alice parlera de sa propre expérience à l'international en tant que jeune apprenante, ensuite enseignante et bien sûr gestionnaire des programmes, mais abordera la question surtout, je vais dire, de la citoyenneté européenne, donc du rôle d'organismes fédérateurs comme l'Union européenne pour développer cette citoyenneté européenne, voire citoyenneté mondiale. Donc, vous voyez, un beau tour de table. J'espère que donc chaque personne aura bien sûr le temps de présenter un petit peu pourquoi, quelque part, ils sont arrivés à ces postes qu'ils occupent aujourd'hui. Mais ce qui va surtout être intéressant, c'est de voir les conversations qu'ils vont avoir entre eux et surtout avec vous. J'espère qu'il y aura un très beau débat. Donc, je passe la parole à Patrice. Bonjour à toutes et tous et bonjour chers collègues. Merci Dominique pour ton invitation sur cette table ronde et je suis ravi de pouvoir échanger durant ce moment sur cette question, deux questions vives sur l'internationalisation. Alors je me présente, donc je suis Patrice Bonnet, je suis directeur adjoint à l'INSPE, qui est l'Institut donc supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille Université. Et je suis aussi enseignant de sciences de la vie et de la terre, donc depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai débuté en tant qu'enseignant en collège et lycée pendant 10 ans. Et puis je suis arrivé progressivement en tant que formateur et enseignant à l'université dans les années 2010 à peu près. Et j'ai accédé à la fonction donc, de directeur adjoint depuis environ une année. Et j'ai en charge donc le programme de formation de l'INSPE en termes donc de master. Mon parcours est un petit peu original, dirais-je, parce qu'en fait, il a suivi durant ces 20 dernières années un petit peu l'évolution de la formation donc, des enseignants, puisque je n'ai jamais quitté le lien entre mon métier et la formation des enseignants. Et c'est un petit peu au travers donc, de ce témoignage et de cette réflexion que je voulais débuter mon intervention. En effet, il faut avoir en tête qu'en France, depuis donc de très nombreuses années, eh bien, le recrutement donc, des enseignants se réalise par le biais donc, de concours. Et c'est une tradition très ancienne donc, en France et qui perdure encore aujourd'hui. Jusque dans les années 1980, nous avions une école particulière qui assurait la formation des enseignants, en particulier donc, des écoles pour les jeunes enfants, qu'on appelait donc l'école normale, qui assurait la formation donc, à la sortie donc, du baccalauréat et qui permettait donc d'accéder au final à la fonction donc, de maître d'école, qui sont devenus progressivement, à partir des années 1990, des professeurs des écoles, puisque à partir de 1989 ont été créés donc de nouveaux instituts qui permettaient à la fois d'accueillir donc des étudiants et surtout de valoriser un petit peu le métier d'enseignant, puisque à partir de 1990, eh bien, il fallait donc un niveau Bac+3, un niveau de licence, pour pouvoir accéder donc aux fonctions d'enseignant.
Et puis, dans les années 2005-2007, donc ce qui est relativement récent tout de même, les instituts sont intégrés progressivement aux universités. Jusqu'à présent, on avait donc des écoles et des instituts qui étaient autonomes. Puis 2007, donc intégration au sein des universités dans une optique claire, c'était tout simplement de renforcer les liens qui pouvaient exister entre la formation et la recherche donc universitaire. Ce lien, ce renforcement a été un petit peu donc développé dans les années 2010 avec l'accès donc au titre d'enseignant via un diplôme donc de master. En effet, depuis 2010, chaque enseignant est recruté par le biais d'un concours, mais avec une exigence de diplôme de bac+5, donc un niveau master. Ainsi, jusqu'en 2010, on va dire, cette formation donc, des enseignants est une formation relativement cadrée. Hein, c'est ce que on parle de cadre rassurant, puisque cette formation est quand même assez séparée pour les enseignants donc, du premier degré et les enseignants donc, du second degré. Premier degré, école donc, primaire et second degré, école donc plutôt donc, pour les collèges et les lycées. Ce cadre rassurant permet donc de définir, bien entendu, donc des aspects donc du métier qui assurent une intégration naturelle, on va dire, dans l'éducation nationale française. Et c'est en 2013 que sont créées alors les écoles donc, nationales donc, du professorat et de l'éducation, qui sont devenues ces écoles des instituts nationaux supérieurs donc, du professorat et de l'éducation. Et depuis 2013, ces instituts sont des composantes à part entière donc, de l'université et nous assurons et nous pilotons donc la délivrance donc, de masters et en particulier donc, le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ainsi, on assiste depuis donc, 2013, on va dire, à un basculement donc, de la formation. On passe d'une formation plutôt professionnelle à une formation universitaire professionnalisante. L'enjeu donc de cette formation donc universitaire est de passer d'un cadre plutôt donc de contenu où on allait donc plutôt enseigner donc des contenus pour accéder à l'enseignement dans le premier ou dans le second degré à plutôt à une formation donc par bloc de compétences. Et donc l'idée aujourd'hui, réaffirmée en 2018 et en 2020 par la nouvelle réforme donc de la formation, est de mettre en place donc des programmes de formation assurant eh bien, le développement de compétences donc pour nos étudiants qui se destinent au métier d'enseignant. Donc des compétences très diverses, des compétences bien entendu disciplinaires et didactiques, mais aussi des compétences transversales, puisqu'on veut une formation donc transversale, ouverte, qui se veut ouverte sur la culture et surtout un petit peu commune aux différents types d'enseignants. Et enfin, donc, développement donc, de compétences liées au développement personnel, donc les compétences donc, de type soft skills qui se développent donc de plus en plus dans nos formations. Ainsi, ce cadre nouveau que l'on met en place eh bien, nécessite de mettre en place donc, des contextes de formation un petit peu donc, singuliers. Et c'est dans cette perspective, entre autres, que l'internationalisation de la formation se développe depuis quelques années dans la formation des enseignants, avec une accélération depuis 1 ou 2 années, puisque l'internationalisation, le fait de pouvoir offrir à nos étudiants eh bien, des cadres un petit peu internationaux et de nouveaux contextes donc, d'études permet donc de développer une adaptation, une curiosité, de la confiance en soi qui assure effectivement le développement donc, de toutes les autres compétences que l'on attend donc, pour un enseignant. Et c'est pour cela que je suis assez intéressé par les propos que Laura pourra nous apporter en lien avec sa réflexion sur l'intégration des étudiants et des enseignants et de la part de l'internationalisation dans leur bagage de formation. Patrice, je pense que pour expliquer pourquoi nous avons ce regard croisé, c'est que tout récemment, il y a eu des accords signés entre l'INSP d'Aix-Marseille et le ministère de l'Éducation en Ontario pour favoriser la mobilité des enseignants
on va dire, de la France vers le Canada. Donc, c'est très important, bien sûr, de comparer est-ce que cette formation peut être fort différente? Quels vont être les défis, les barrières, les, les stresseurs, comme on a vu hier à la visioconférence sur l'anxiété, pour ces enseignants, ces étudiants formés dans un autre système, où même le terme d'internationalisation peut représenter, je ne sais pas, c'est peut-être la question que va nous apporter Laura, sur comment est-ce que l'internationalisation, with Laura, I think we're going to find out what internationalization mean in the Canadian context and see what would be the challenges for not only students who have been either Canadian students or teachers who are seeking this international experience. Is it valued by the recruiters? Or does it actually mean the same thing as what people in Aix-Marseille say when they're talking about internationalization? So Laura, I think we're all really looking forward to hear first what does internationalization means at York, and particularly your study about was it an asset when students had that international experience? So up to you, Laura. Thank you very much. And I'm sorry, I'm going to speak in English because my French is not good enough at the moment. I'm sorry. But I will actually put in the link to the study in the comments in case you're interested in downloading the full paper from my research project. Now, I will say that it was before COVID by a few years. And so now with COVID, things are a little different, as I'm sure they are with every single person in this discussion. But I can say with the internationalization in the Faculty of Education, specifically at York University, before my current role, I was actually the person who was leading the international office in the faculty. So we were doing a number of things and we're still doing them, but we've had changes in the context. And I know context means so many things and policies mean so many things for people. So we had gone from a 1-year postgraduate degree to a 2-year postgraduate degree. And we also saw at the same time the number of students that were participating in our international activities went down. And a lot of that had to do with finances and time. The other factor with the Ontario context is that we're quite regulated with what students can do as a part of their degree and what is in addition. So what we are offering in the Faculty of Education in our context is quite a wide array of opportunities for students in the Bachelor of Education program to get international experience, but I have to say not a lot of students are doing it at the moment. One opportunity is the exchange program where students go to another place to take courses. And in return, we also host students from other countries. The biggest place where our students go is because they can take a summer term. They go actually to Pädagogische Hochschule in Freiburg, and they take courses there a full term in the summer, which is actually a benefit for them because it can help them to get ahead in their credits, and they can take courses in English, German, or French. So our students from the Glendon and the French program often take courses in French in Germany, which is kind of a neat context there as well. We also have, beyond the exchange where students are earning credits, we have an international internship, which is run through the Central University office, and students can go to an array of places in the summer for 3 months in order to do an internship. That doesn't count for credits and it doesn't count for the degree, but it's an excellent experience for them. And another opportunity we have is an international practicum placement. And so students are required in our program to take practicum experiences, but this one is in an international context. Now, traditionally, we have done those in China and rural Nicaragua and rural Kenya. But over the last number of years, China has sort of been less of interest to students. And when I've asked why, they've said it's because they can go to China anytime they want. However, it's much more difficult for them to go to rural Nicaragua or rural Kenya in order to get teaching experience. So those seem to be the ones that are the most popular. Now, obviously with COVID, it's changed things because of people not being able to do mobility in the same way. So what we did last summer was we offered an international exchange
online. So students were integrated with online courses with the Pädagogische Hochschule Freiburg. And so they could do the courses there. And in return, they were sending students to us in person when the classes are opening up again. So we're still continuing that. In order to try and encourage students to participate in these, we actually were the first, I believe in Canada, to have an official international specialization within the Bachelor of Education degree. So if students participate in these things, plus take the elective courses that focus on international education, they can get an additional notation on their transcript to say that they have a specialization. This was particularly important for students when we had a teacher surplus, and so there were not very many teaching jobs here. And so students were getting that additional specializations as something else they could show employers in international contexts to go out. However, as you all probably are aware, COVID has changed all of that, and we are now from being a teacher surplus to a teacher shortage. So we have had for a long time a teacher shortage in French education, but now that is bigger. And even me, who has not been teaching in the schools for quite a number of years, more than 10 years, was getting a note saying, hey, if you're interested in coming back to a school, please, let us know and we'll get you back into the system. So they're really looking for teachers right now. So there's a very different context. So the context of my research that I did with, and this was a master's thesis, so I'm on to my PhD now. So Patrice, it was interesting to hear your presentation as well, because I'm looking at the international strategies in European universities right now. But for the hiring of teachers in Ontario, when looking at the HR perspectives and also the school principals and the people who were doing the hiring in the Ontario context, it came pretty much down the middle if they were interested in international experience at all or not. And so it was a definite maybe, as I was saying. So maybe they are considering international experience when they're hiring, but also maybe not. It seemed like a lot of the people were looking just at their local context and trying to see what would fit into the context that they have in their particular school. So we already know that teacher education and the field of education, K-12 education, is very localized anyway, and that just highlighted that. They might be more interested in international experience, say if in the Toronto context, because we're so diverse, if students that were graduating had experience in a location where the student population of that particular school maybe has come from in a majority. So if there's a high population of students from China, for example, they might have given more weight to somebody who'd gotten teaching experience in China. So that tended to be where they might put a bit more emphasis. And some people had international experience themselves who were in the hiring process. And again, it wasn't necessarily a guarantee that they were interested in that. We've also seen from research before this, and even my colleague, Rupa Desai, Trila Kecker, has done research on what the transformation is of students after they've gone into international placements. And it varies as well. There's these self-transformation is what she was looking at. And so they are transforming their own outlook. So it may not have direct professional outcomes for them in the job market, but it's actually contributing to their own understanding of the world. Now, I want to put in a caveat there though, too, because the international experience that they receive may be beneficial, and it also may not be beneficial. So we know in some cases those group excursions that go to country X and think that they're helping out, they could actually reinforce colonial stereotypes and actually potentially even do damage and educate in the way that we hope we are not educating. So it's not a blanket statement to say that all international experience is beneficial international experience either. So those nuances have to be considered when people are thinking about offering programs from the university side or from outside, but also then when they're doing the hiring. So they're thinking about what the student is bringing and what the new teacher is bringing to the table, and not necessarily equating that directly with the international experience they've had. So in a nutshell, I think that's the
the background of the research. There's so many nuances we could go into with this. The value of the different types of international experiences, as I say, is varied. Longer is better generally from the research that's out there already, and integration as an individual or a small group as opposed to bringing a large group for a short period of time also seems to be better. I know even from us hosting student teachers and groups from other places, sometimes they stick together instead of going out to meet other people and get experiences in the place that they are. So that can end up with their own internal politics, even within a small group of students as well, which is not necessarily beneficial. So, you know, smaller pair or smaller group of students may be more beneficial in the learning experience. And I've often found, I mean, just even from personal experience, when students go out and come back, if we're sending them in pairs, which is what we were often doing for the internships and the international practicum placements, is that they often come back either as best friends or they might lose touch right after that and not be very fond of each other. So there are all kinds of, you know, human interactions that we can't really account for either. So I'll leave it there for now and say I mean, I'm open to questions and things afterwards as well, but that's in a nutshell, I think, what the research was showing from my paper. And thank you, Dominique. Merci beaucoup. Il y a eu deux mots-clés que j'ai retenus de votre présentation, Laura. La transformation personnelle. Est-ce que cette transformation, en fait, peut devenir vraiment un atout sur le long terme en tant qu'enseignant? Donc, ce n'est pas seulement l'expérience internationale en tant que telle, mais la réflexion sur justement ce développement personnel qui peut se refléter dans le développement de la carrière et surtout dans, comme vous l'avez dit, le rapport à l'autre qui peut faciliter une certaine intégration dans un environnement parfois totalement différent si des Canadiens vont enseigner à l'étranger ou si des personnes de l'étranger viennent enseigner au Canada. Donc, je pense qu'on va donner la parole maintenant à Mathilde, qui, elle aussi, a eu un parcours très, très, on va dire, international et qui, je crois, veut vraiment partager avec nous aujourd'hui cette notion de compétences, ces compétences court terme et long terme. Comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, capitaliser là-dessus? Et est-ce que le pôle empirique qui fait le pont entre la recherche et la formation, est-ce que ce sont des questions que vous allez justement aborder puisque vous êtes financé sur 10 ans? Donc, je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu votre programme, mais surtout d'abord de nous parler sur cette question de compétences. Merci Mathilde. Merci Dominique et merci de l'invitation à participer à cette table ronde. Donc, je suis extrêmement sensible aux propos qui viennent d'être tenus en termes de notamment la transformation, enfin le potentiel de transformation personnelle que la mobilité peut engendrer. Donc je vais, si vous me le permettez, peut-être commencer par vous parler un petit peu, de moi et de mon expérience à moi parce que je suis, un pur produit de la mobilité. Alors c'est vrai que, par rapport à ce que disait Laura à l'instant, moi mon expérience de la mobilité, c'est une expérience que j'ai faite toute seule, et que j'ai faite sur des longues durées. Donc on est d'accord que là, je vais pas parler d'une mobilité, courte qui se fait en groupe, comme, on peut le faire avec des classes ou avec des groupes d'étudiants, mais, vraiment, de mon parcours. Donc moi, j'ai choisi à l'âge de 17 ans de partir, donc je suis française, hein, d'origine, 100 born and bred, mais j'ai choisi à l'âge de 17 ans de partir faire mes études en Angleterre. Je savais parler l'anglais, j'avais été éduquée dans un contexte international, donc j'avais une connaissance de l'enseignement et de l'apprentissage dans un contexte anglo-saxon et je trouvais que ça me correspondait mieux et que c'était là-dedans que j'avais, enfin c'est vers là que j'avais envie d'aller. Donc j'ai fait ce choix, en pensant être tout à fait prête, à cette mobilité et au bout de 3 semaines, donc de présence, en Angleterre, à Londres, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais peut-être fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai eu un gros moment de doute et j'ai eu vraiment très, très peur, d'avoir, presque commis l'irréparable parce qu'en fait, je me suis sentie, très déroutée, dans un contexte qui m'était, pas du tout familier alors que je connaissais quand même la langue. J'avais fait déjà des séjours à l'étranger, peut-être pas à cet endroit précis, mais et donc, en me pensant prête, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, compliqué que ça. Bon, pour finir, j'y suis restée 17 ans, donc j'ai quand même réussi à surmonter, ce 1er moment de doute.
Et puis, j'ai fait une carrière d'enseignante en Angleterre. Alors pas de français, j'étais enseignante de géographie. On pense souvent que j'étais enseignante de français, mais pas du tout. Et puis, 17 ans plus tard, j'ai voulu rentrer en France et là, j'ai eu le problème inverse parce que, j'ai dû en fait, réapprendre à devenir française. Parce qu'au bout de 17 ans, je pensais en anglais et je rêvais en anglais et je cherchais même mes mots en français. Je parlais mieux l'anglais. Je pense que je suis arrivée à un point où je parlais mieux l'anglais que le français et donc j'ai dû faire, voilà, ce chemin inverse où j'ai dû me réinsérer, donc socialement, personnellement en France. Sans parler bien entendu de la réinsertion professionnelle parce qu'au bout enfin, à 35 ans, si vous voulez, quand on revient en France et qu'on n'a aucun diplôme français ni expérience professionnelle française, c'est pas très facile nécessairement de trouver, un travail. Alors vous me demanderez pourquoi? Pourquoi ce chemin et pourquoi se mettre dans des situations, aussi, inconfortables? Eh bien, parce que je reste convaincue que malgré tout le risque que ça peut représenter, il y a en fait un revers, de la médaille qui est assez exceptionnel, parce que, la mobilité justement et cette prise de risque et cette mise en situation un petit peu, inconfortable, c'est cette façon de sortir, de se forcer à sortir de sa zone, de confort et son univers routinier, eh bien, va développer tout un tas de compétences personnelles qui vont être très utiles à son propre épanouissement, à son propre apprentissage et qui vont aussi pouvoir être, réinvestis dans son parcours professionnel. Donc tout d'abord, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, Patrice le disait, la confiance en soi, et c'est une compétence dont on se rend compte qu'elle est extrêmement, enfin qu'on a vraiment besoin de développer, genre j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment une compétence, qui est pour moi en tout cas fondamentale à l'épanouissement et à l'apprentissage. Il y a aussi, bien entendu, l'ouverture, vers l'autre et tout ce que ça implique en termes de tolérance, en termes, de capacité d'écoute, en termes d'empathie. Il y a le développement de la flexibilité, l'adaptabilité, la capacité voilà, à s'adapter facilement à d'autres contextes. Bon, le développement également de la curiosité intellectuelle, bien entendu, l'accroissement de la motivation, je pense et également de la résilience parce que, savoir justement affronter, des situations difficiles et ben, ça forge aussi un petit peu, le caractère et la manière dont on a après de pouvoir, répondre, et savoir s'orienter, dans des contextes qui sont peut-être pas très familiers. Et toutes ces compétences, enfin à mes yeux en tout cas, valent vraiment, de l'or parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas des choses qu'on peut, enfin c'est pas écrit dans les livres et c'est des choses dont on a besoin enfin dont plus on fait l'expérience, plus on va pouvoir s'en imprégner. Et au-delà donc de cet, épanouissement personnel, toutes ces compétences sont en fait, de plus en plus, reconnues, hein. On parle beaucoup des transferable skills, des compétences du 21e siècle, des compétences, psychosociales ou, socio-comportementales ou soft skills. Enfin, il y a plein de noms, pour ces compétences, mais qui sont de plus en plus valorisées dans le contexte, professionnel. Alors, elles l'étaient déjà beaucoup plus dans un contexte anglo-saxon, mais en France, ça devient de plus en plus prégnant. Patrice en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, même au niveau de la formation des enseignants, on se rend compte qu'il y a eu un changement de paradigme déjà, en 2013 avec cette association de la formation des enseignants à une formation universitaire et donc la mobilité est véritablement, porteuse, du développement, de ces compétences. Hem, il y a donc là, si je reviens plus particulièrement au métier d'enseignant et peut-être plus spécifiquement au contexte français, il y a un colloque qui s'est tenu, l'année dernière, qui s'intitulait, «Quel professeur au XXIe siècle?» et le rapport, de ce colloque identifie très, très bien le changement de paradigme, en éducation et insiste sur la nécessité de développer, ces compétences socio-comportementales et notamment la confiance en soi parce que, je connais moins bien le contexte canadien, mais en tout cas, en France, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que la confiance en soi, que ce soit des élèves, des professeurs ou même de la société en général, le niveau de confiance en soi est bien inférieur, en fait, en France à celui, des pays de l'OCDE. Donc ce même rapport a également insisté sur
la nécessité de développer des environnements collaboratifs dans l'enseignement et dans la formation des enseignants. Et encore une fois, la mobilité, je pense, je crois, va favoriser une manière de faire, une manière de penser plus collaborative, puisque en se confrontant à l'autre, eh ben, on est obligé peut-être de revoir un petit peu ses propres valeurs, de se déconstruire pour se reconstruire autrement, en prenant en compte des points de vue peut-être un petit peu différents des siens. Et donc du point de vue, professionnel, donc de l'enseignant, je pense que, la mobilité peut vraiment permettre de consolider et d'accroître tout un tas de compétences, donc utiles au métier de professeur, comme les compétences linguistiques, par exemple, mais également, les compétences communicationnelles, les compétences pédagogiques, les compétences didactiques ou encore disciplinaires. Puisque bon, connaître un système éducatif différent va permettre de s'enrichir pédagogiquement parlant, par la découverte et l'observation, de pratiques différentes. Ça va également permettre de développer la posture réflexive, de l'enseignant, développer cette capacité à prendre du recul. Et je pense également que parce que selon la manière dont la formation des enseignants est faite selon les pays, cette acculturation à la recherche, Dominique en a parlé un petit peu tout à l'heure, le projet que je coordonne et que je représente aujourd'hui, Empirique, cherche véritablement à transformer ou du moins à faire évoluer la formation des enseignants, de manière à réinvestir, les résultats de la recherche, dans la formation initiale et continue des enseignants. Et ça, selon les pays, c'est fait de manière différente, c'est plus ou moins fait, c'est plus ou moins bien fait. Et donc, encore une fois, d'ouvrir la formation des enseignants à l'international peut vraiment permettre de s'imprégner de ce qui est fait ailleurs en termes d'acculturation ou d'adossement à la recherche et de réflexion de sa propre pratique par rapport à ce que la recherche peut en dire. Et enfin, toujours donc en termes de ce que peut apporter la mobilité, du point de vue, professionnel, je pense que, en termes de revalorisation, du métier d'enseignant, la mobilité peut être également très porteuse. Alors même si, Laura l'a bien expliqué, hein, peut-être que directement ça ne va pas, impacter l'employabilité de la personne. C'est pas parce que, sur le CV on a fait une mobilité que nécessairement on va être, plus, facilement recruté. Mais en tout cas, tous les changements, que la mobilité peut avoir, apportés d'un point de vue professionnel et toutes les nouvelles compétences qu'on aura pu développer vont être importantes. Et également de manière plus générale, donc encore une fois, je connais moins le contexte canadien, mais il y a une véritable crise au niveau européen, du métier d'enseignement, comme une, vocational crisis. Et ça a été noté dans des rapports de la Commission européenne, le rapport Eurydice. Et donc, il y a un véritable besoin de revaloriser le métier d'enseignant en tant que métier. Et ça, je pense que la mobilité peut tout à fait y contribuer. Et donc, pour moi, il est évident que par effet, on va dire, par répercussion, ben, un professeur, un enseignant, plus épanoui, plus ouvert et plus valorisé sera forcément un meilleur enseignant avec, toute l'importance et tout l'impact que cela peut avoir, sur, l'apprentissage, de nos enfants. Donc, voilà, moi je reste convaincue, et je suis, tout à fait, d'accord avec Laura que voilà, mobilité, c'est un grand mot et il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir, voilà ce qu'on met derrière, sur quelle durée, avec qui, dans quel contexte ça se fait. Mais en tout cas, je reste convaincue des effets de chaîne des expériences de la mobilité. Je pense que ça peut proposer de réels ferments, en termes de résolution, d'enjeux même de réduction, d'inégalités, de développement de modèles collaboratifs, de renforcement de l'esprit critique. Ça permet d'être mieux armé pour faire face aux défis mondiaux que sont les bouleversements numériques ou encore la montée des populismes, la remise en cause des valeurs démocratiques. Je sais qu'Alice va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre. Mais en tout cas, la mobilité peut vraiment contribuer à développer toutes les valeurs clés de l'éducation, donc que sont l'ouverture, la capacité à prendre en compte, les différents points de vue sans jugement et la possibilité de s'abreuver de toutes les ressources possibles, disponibles pour nourrir et enrichir sa propre réflexion. Je m'arrêterai là parce que je ne veux pas être, trop longue. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathilde. Encore une fois, des mots-clés.
L'expérience personnelle que vous avez illustrée de sortir, de re-rentrer, c'était donc une décision que vous avez prise. Pour la plupart de nos étudiants, c'est la mobilité institutionnelle qui leur apporte une sorte de sortie et de re-rentrée. Je partage tout à fait avec vous que la confiance en soi est clé, déjà pour être épanoui et épanouir les élèves dans la salle de classe. Et la question que je me pose, et je la pose déjà en fait à toutes les personnes sur cette table ronde, ces valeurs clés que l'on développe grâce à la mobilité internationale, quels seraient les apprentissages ou les formations qui nous permettraient de les maintenir? Parce que parfois, on peut les perdre quand on arrive dans un système qui ne les reconnaît pas, par exemple. Donc, on va peut-être se dire, je les ai acquises, mais bon, elles ne sont pas particulièrement valorisées dans cet environnement-là. Donc, comment peut-on entretenir, traduire cet élan qui est palpé, qui est palpable, qui est mesurable, lorsque parfois on réintègre un environnement qui est confortable et qui, d'une certaine manière, ne nous encourage pas à continuer à vouloir se dépasser et à accroître cette confiance en soi. Donc, je me pose cette question à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants qui, dès qu'ils rentrent dans le système, n'ont peut-être plus d'opportunités de développer des expériences qui vont leur permettre de continuer à développer leur confiance en soi. Donc, c'est peut-être par rapport à nos nouveaux modules, et je ne sais pas si Empirique va se poser ces questions, comment peut-on traduire cette expérience qui est un petit peu, on va dire, marginale? Ce n'est pas la plupart des étudiants qui vont faire ce que vous avez fait, Mathilde, mais comment est-ce qu'on peut le reproduire de façon plus un petit peu institutionnelle? Est-ce que c'est l'expérientiel? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a tout ce qui va développer cette posture justement réflexive de l'enseignant et tout ce qui va, même au niveau de la formation initiale, encourager les étudiants à s'investir dans des projets de recherche, par exemple, des projets de recherche collaborative ou des projets de recherche partenariale avec des entreprises, de vouloir innover, de vouloir créer. À partir de ce moment-là, on se met aussi dans une situation où c'est peut-être moins confortable. C'est un schéma d'enseignement, d'apprentissage moins classique, mais qui permet de sortir de la boîte et de sortir du cadre justement. Donc on peut, je pense, après, par l'adossement de la formation à la recherche et à l'ouverture à différents types de recherche, continuer à nourrir, cette curiosité et ce dépassement, de soi. En tout cas, c'est dans le cadre d'Empirique, c'est ce qu'on cherche à faire, également. Merci beaucoup pour ces pistes. Je pense qu'on va tous y réfléchir. Comment est-ce qu'on peut développer des expériences qui n'ont pas toujours besoin d'être internationales pour permettre en fait à l'enseignant ou à l'étudiant de sortir de la boîte. Donc ça peut être l'international, mais ça peut être d'autres projets de recherche qui va maintenir cette curiosité. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Merci Mathilde. Et cette curiosité, je pense que Eric, notre prochain interlocuteur, bien sûr, a dû l'avoir également, cette curiosité à partir de son pays, à venir au Canada. J'imagine que Eric, vous allez facilement rebondir sur l'expérience de Mathilde et de voir comment vous allez continuer peut-être, je ne sais pas si vous pouvez déjà révéler, mais comment vous allez continuer à sortir de la boîte en permanence? Merci beaucoup pour l'invitation, Dominique. Je pense que Mathilde a touché un point très important en ce qu'il s'agit de revaloriser la profession enseignante. Je pense que c'est un point qui, en fait, touche directement à la mobilité parce qu'il est important de ne pas tout simplement rester dans les circuits fermés de l'éducation tel qu'on l'a connu et certainement donner une perspective nouvelle au monde de l'éducation. Et la mobilité internationale est vraiment au cœur de la mondialisation. Et dans le monde de l'éducation particulièrement, la mobilité internationale signifie voyager, aller à la rencontre de l'autre, un peu comme Mathilde et tous les autres l'ont fait, un peu comme moi, voyager à la rencontre de l'autre, pas seulement parce qu'on voudrait apprendre, mais aussi parce qu'on aimerait partager. Et c'est ici, en fait, que le sens de la francophonie plurielle prend toute sa mesure, parce que c'est important pour nous, enseignants qui avons été formés à l'étranger, d'apporter cette perspective nouvelle lorsqu'on parle, bien entendu, de revaloriser la profession enseignante, notamment
l'enseignement du français dans les pays comme le Canada ou ailleurs. Et je vais parler un tout petit peu ici de mon expérience et comment est-ce que la mobilité internationale a permis que je puisse, à ma façon, contribuer à l'établissement de cette francophonie plurielle dans les conseils scolaires dans lesquels je travaille aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma formation d'enseignant au Cameroun à l'École normale supérieure de Bambili, de l'Université de Yaoundé 1. Et après cela, j'ai eu quelques années d'expérience, comme vous l'avez évoqué au tout début de ma présentation. Et par la suite, j'ai eu une année d'études en Belgique et ensuite en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Vous allez certainement vous poser la question. C'est parce que le Cameroun est un pays bilingue où le français et l'anglais sont les langues officielles. Idéalement, pour moi, enseignant de français langue seconde et d'anglais langue seconde, j'avais toujours en idée de vivre ou alors d'étudier dans un pays où l'anglais est l'une des langues dominantes. Donc, et c'est aussi l'une des raisons qui m'a motivé à venir m'installer au Canada en tant qu'enseignant. Mais sauf que lorsqu'on arrive dans une société canadienne comme la nôtre, on se rend très vite à l'évidence que l'environnement de travail est complètement différent de celui dans lequel on a été formé au Cameroun, par exemple. Même si on arrive ici avec un bagage intellectuel assez fourni, un niveau d'éducation assez élevé, il reste quand même que malgré l'ouverture d'esprit et tous les apprentissages qu'on a eu à faire, nous, on se rend à l'évidence qu'il est important de renouveler nos pratiques pédagogiques. Parce qu'en fait, ça participe de ce que Mathilde disait tout à l'heure, revaloriser la profession. Donc, si on n'est pas en même de renouveler ces pratiques pédagogiques, on se bute, bien entendu, à un choc. Et c'est aussi au Canada ici que la notion de réseautage de système d'information prend tout son sens, dans la mesure où quelqu'un qui est formé à l'étranger et nouvellement arrivé au Canada a besoin d'être outillé pour mieux connaître le cheminement qui le mènera à devenir un enseignant dans une salle de classe. Parce que contrairement à ce qui se passe au Cameroun, où l'enseignant est formé et le ministère de l'Éducation l'envoie ou le déploie dans une école ou dans un établissement scolaire, ici, c'est plutôt le chemin inverse. Il y a un processus de formation qui est mis en exergue, comme un peu Laura l'a dit tout à l'heure. Mais après, c'est aux futurs enseignants de faire des démarches pour aller vers les différents conseils scolaires. Et si vous n'avez pas en fait les informations, vous qui avez été formé à l'étranger, pour mieux connaître et apprendre comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ces défis pour intégrer le système éducatif, alors ça va constituer un problème. Et c'est pour cela que pour moi, il est important d'acquérir un certain nombre de compétences, que ce soit des compétences volontaires ou involontaires, de manière volontaire ou involontaire, pour intégrer une autre culture. C'est très important parce que lorsqu'on partage, lorsqu'on voyage, on va à la rencontre d'une autre culture. Et cette culture, en fait, au niveau du Canada, est assez diversifiée. Donc, pour dire en fait que pour un enseignant de français en français au Canada, il est important d'avoir cette maîtrise et maniement de la langue. Et je dirais même un maniement des deux langues officielles, parce que la communication est essentielle dans la communauté scolaire au Canada. Mais plus important aussi, c'est surtout l'élément de la compétence interculturelle, parce qu'il est important, il faut être capable d'affirmer et de célébrer les identités plurielles des élèves que nous avons dans notre classe. J'aime m'amuser en parlant de cartographie d'identité, parce que sans la cartographie d'identité, nous ne serons pas à même d'affirmer et de célébrer ces identités plurielles-là. Mais c'est aussi important pour les enseignants qui sont issus de la mobilité internationale de s'impliquer une fois arrivés au Canada ou dans un autre pays, de s'impliquer et d'embrasser un tout petit peu une notion de leadership au niveau communautaire, c'est-à-dire faire des actions de bénévolat, rentrer en contact avec des personnes qui vont nous aider à développer nos compétences en communication, communication orale, langage corporel, prise de parole en public, entretien, feedback, rétroaction, écoute active. Ça, c'est autant de choses qui sont très, très importantes. Mais à côté de cela aussi, il y a l'élément de la communication écrite, parce que dans le monde de l'éducation au Canada en particulier, pour ceux qui sont issus de la mobilité internationale, c'est important de pouvoir maîtriser l'outil de communication par écrit avec la direction, avec les parents, avec les élèves. Et c'est surtout très important de savoir quels sont les mécanismes pour les méthodes qui sont mises en œuvre. Alors pour moi, ça a été très important, d'abord dans un premier temps, d'écouter, d'observer, mais ce que je vais ajouter pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'oser. Oser, un peu comme Mathilde l'a dit tout à l'heure, il est important qu'on puisse se mettre dans une perspective, on veut s'enrichir pédagogiquement, parce que c'est important de s'interroger sur ses propres pratiques.
Ma formation au Cameroun, bien que c'est dans la perspective d'un enseignant de français langue seconde, ou alors d'anglais langue seconde, n'est pas forcément distanciée de celle qu'on a ici au Canada. Mais sauf qu'il faut que je sois à même de me positionner et d'apprendre et d'enrichir ma propre pratique pédagogique tous les jours. Donc, ce qui est important aussi, c'est au niveau de la recherche de l'emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les différents conseils scolaires francophones et des d'écoles d'immersion françaises ont des visions et des missions différentes. Donc, c'est important déjà d'avoir toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le conseil pour lequel on voudrait en fait postuler et savoir comment est-ce qu'on organise son curriculum vitae, parce que ce n'est pas la même chose que ce soit au Cameroun, en Angleterre ou ici. Et bien entendu, c'est la même chose pour ce qui est des entrevues. Donc, les différences culturelles sont importantes à intégrer dans cette préparation-là. Mais une chose qui, pour moi, à mon sens, prend toute sa valeur dans la mobilité internationale, c'est surtout la modification du rapport de place. Le rapport de place, la position de l'enseignant vis-à-vis des élèves, la position de l'enseignant vis-à-vis de la direction scolaire, la position de l'enseignant vis-à-vis des parents. Donc, la modification du rapport de place est très importante à intégrer, sinon on se perd un tout petit peu. À côté de cela, il y a aussi l'élément de la gestion de classe, parce que la façon avec laquelle moi j'ai géré mes classes au Cameroun est complètement différente. Il y a une dichotomie entre ma façon de gérer la classe au Canada versus comment est-ce que je la gérais au Cameroun. Et bien entendu, l'élément de la communauté entre les différents membres de la communauté éducative. Quelque chose qui revient de plus en plus, et tout à l'heure, Mathilde parlait des compétences du 21e siècle, c'est surtout celui de l'innovation de la technologie. Moi, j'ai été formé en mon temps, à un moment où la technologie n'avait pas encore de place prépondérante. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut pas prétendre être un excellent enseignant, et même particulièrement de langue, sans maîtriser l'outil informatique, sans avoir, bien entendu, des perspectives innovantes. C'est très important de pouvoir s'outiller dans ce sens-là. Mais un point très important aussi, et c'est quelque chose que nous travaillons là-dessus, c'est une réflexion que nous menons avec Muriel et Sherilyn, c'est surtout le rôle du syndicat enseignant au Canada dans l'encadrement des enseignants. Ce n'est pas forcément la même chose ailleurs, mais c'est très important de voir le rôle que les syndicats jouent. Et pour quelqu'un qui est issu de la mobilité internationale comme moi, c'est important d'intégrer cette notion-là et savoir comment est-ce que je peux m'appuyer sur mon syndicat d'enseignants pour être plus épanoui dans ma profession. Mais aussi, le standard éthique de l'ordre des enseignants. C'est très important pour moi qui, nouvellement arrivé, je devrais en fait savoir que j'appartiens à une corporation qui s'appelle l'Ordre des enseignants, qui en fait dicte les standards éthiques qui gouvernent ma pratique en tant qu'enseignant. Ça, c'est très important. Mais aussi, c'est surtout nécessaire d'intégrer des communautés de pratique d'apprentissage, notamment le projet Camrys, qui est un projet de l'Université York, Glendon, qui en fait donne la possibilité aux différentes parties prenantes du monde de l'éducation, particulièrement dans le projet de rétention de recrutement de français langue seconde, de mettre en commun, ou alors sur une même plateforme, des enseignants et des parents et des élèves pour partager des expériences et des vécus et bien entendu apprendre ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu ça qui est important lorsqu'on parle de la mobilité internationale dans le monde de l'éducation. Et mon expérience a tout simplement démontré qu'il est important d'acquérir un certain nombre de compétences et être prêt avant de s'engager. Je vais terminer en disant tout simplement que la mobilité internationale est porteuse pour le développement des compétences ici au Canada ou ailleurs. Et c'est en cela d'ailleurs que la notion de francophonie plurielle va être enrichie parce que l'enseignant qui est formé dans un autre pays, qui arrive au Canada ou alors qui arrive dans un autre pays européen, vient avec lui dans ses bagages, apporte avec lui dans ses bagages un riche parcours, non seulement professionnel, mais aussi culturel. Et c'est important de valoriser cela dans la salle de classe et surtout d'apprendre aussi des apprenants qui sont dans la salle de classe. Je vais me limiter là parce que je sais que nous avons atteint un peu la limite de temps, mais je suis ouvert à toutes les questions et très heureux de continuer avec cet échange. Merci pour l'invitation. Merci Eric, vous avez donné énormément d'idées et d'outils qui reflètent en fait ceux que vous avez utilisés pour vous intégrer et aussi non seulement intégrer le système, mais devenir actif et acteur à part entière. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vois que les gens utilisent le chat. Merci beaucoup, Mathilde, de répondre à Tatiana. Shafika, oui,
L'exemple de mobilité des enseignants et d'aller pour quelques mois dans une école, dans un autre pays, permet cette réflexion sur ses propres pratiques et peut-être justement sur comment résoudre les défis auxquels on fait face. Mais je ne veux pas prendre trop de temps parce que je pense qu'il est important d'écouter Alice, qui va donc nous parler de cette question de citoyenneté. Comment est-ce qu'on intègre tout ça pour devenir citoyen international ou global? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est en fait un idéal que l'on peut donc essayer de traduire dans des modules de formation? Donc, je vous laisse la parole, Alice. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il reste quelques minutes et je ne reviendrai pas sur la richesse des présentations qu'il y a pu y avoir. Je voulais remercier Dominique de nous avoir invités. Je remercie aussi Eric qui est intervenu devant mes étudiants il y a quelques semaines pour leur parler justement d'autres systèmes éducatifs et permettre à mes étudiants qui se préparent à devenir enseignants dans le système français, mais dans d'autres systèmes aussi, à pouvoir s'ouvrir et à pouvoir s'engager dans une pratique réflexive comme cela a été mentionné malgré la distance, mais les échanges que nous pouvons avoir virtuels permettent justement cet élément. Je vais donner quelques éléments, alors peut-être en conclusion de la table ronde, je ne sais pas, je laisserai la parole à Dominique. Et pour ça, je reviendrai sur la notion de l'Europe qui actuellement est un contexte particulièrement encourageant pour favoriser l'internationalisation de la formation des enseignants. J'ai choisi quelques illustrations, et notamment des illustrations de Tommy Ungerer, qui est un illustrateur alors, qui est décédé l'année dernière malheureusement, et qui a la caractéristique comme moi d'être alsacien, c'est-à-dire de venir d'un endroit de l'Europe qui est au cœur du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, qui est une zone frontalière, qui est une zone qui historiquement a connu de nombreux conflits, de conflits mondiaux. Et dans ces illustrations, ce que l'on voit, c'est la volonté d'aller au-delà dans l'internationalisation et de pouvoir s'assurer que l'on peut changer notre regard et changer un regard qui serait simplement un regard normalisant, un regard localisé pour s'intéresser au contexte d'un seul pays et permettre de comprendre l'autre avec d'autres regards et dans ces échanges internationaux tels que cela a été exprimé aujourd'hui. Et c'est là notre volonté au niveau de l'Université d'Aix-Marseille dans le cadre de la formation des enseignants dans lequel nous en inscrivons, c'est vraiment de nous dire nous sommes issus d'une école normale qui avait vocation de manière normalisante à former des enseignants français vers un master qui aujourd'hui, dans le cadre de l'accord que nous avons signé avec l'Ontario, permet à nos étudiants diplômés d'aller aussi enseigner en Ontario. Et pour nous, c'est quelque chose de très important puisque ça nous donne un rôle nouveau. Il ne s'agit pas de former des enseignants normalisés à un système éducatif, mais de former des enseignants capables de s'intégrer dans différents systèmes éducatifs et donc capables d'avoir une posture réflexive, de s'ouvrir à différentes cultures éducatives, de s'enrichir de la diversité des systèmes éducatifs qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de la formation et c'est notre objectif en les mettant en contact avec d'autres systèmes éducatifs. Et cet objectif, finalement, il a une visée transformative de l'école elle-même et c'est bien le projet de l'Europe actuellement, c'est de se dire comment faire porter aux enseignants cette idée de citoyen européen, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir mener un projet ensemble dans la diversité des États qui constituent l'Europe, bien évidemment, mais dans l'idée que les enseignants sont le premier levier auprès des élèves et donc auprès des enfants européens pour leur permettre cette ouverture vers le monde et leur permettre de porter un regard différent sur les autres. L'Europe est un territoire d'accueil d'élèves et d'enfants venant de différents pays. C'est quelque chose que nous partageons avec le Canada, il me semble, bien que je ne connaisse pas aussi bien le contexte canadien. Et cette capacité pour les enseignants de s'ouvrir sur les autres, de s'ouvrir sur la différence et d'intégrer cette dimension-là dans leur enseignement semble une dimension qui est particulièrement portée et qui nous semble particulièrement importante dans ces échanges internationaux.
Je vois que nous arrivons à 20 heures et je ne voudrais surtout pas dépasser le temps qui est prévu, Dominique. Donc, je propose de m'arrêter sur ces propos donc d'ouverture vers les élèves. Il ne s'agit pas simplement de s'intéresser aux enseignants et à cette mobilité des enseignants dans leurs compétences professionnelles, mais aussi l'impact que ça peut avoir ensuite par rapport à l'enseignement qu'ils pourront avoir et la manière d'éduquer ces enfants du monde. Merci Alice. C'est vrai que nous n'allons pas déborder puisqu'une autre table ronde fait suite à celle-ci. Je tiens quand même à remercier les intervenants aujourd'hui et surtout la CIUFC qui a, on va dire, financé donc ce projet de mettre des équipes ensemble et de essayer de voir comment peut-être pas résoudre toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui, mais je sais que de nombreuses déjà possibilités de projets s'esquissent, à la fois donc entre ces 5 universités canadiennes avec Aix-Marseille également, de nombreux projets qui sont en fait des expériences pour voir comment essayer de mobiliser ces compétences, cette confiance en soi, comment est-ce que ça se traduit dans la formation des enseignants. Et donc, merci à l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne qui nous permet d'avoir en fait ces espaces collaboratifs qui, sans lesquels je ne pense pas qu'on pourra, Alice, vous venez de le dire avec l'Europe, parce qu'il y a des collaborations entre des enseignants d'un pays avec d'autres, et je crois que c'est en mobilisant ces collaborations, en échangeant sur les résultats de la recherche, en faisant des études comparatives sur comment on forme les futurs enseignants et surtout comment les élèves, on va essayer de leur donner d'une part cette passion pour la langue française, dans le cas du Canada, mais également cette ouverture à l'autre qui est à l'extérieur, si on fait des échanges de classe, mais aussi à l'autre qui est dans ma classe. Donc, je crois que les mots-clés d'ouverture, de confiance en soi et de collaboration sont vraiment les mots-clés à retenir ce soir. Et je sais que ça fait très peu de temps que j'ai rencontré Patrice, Alice, Mathilde. Laura, je la connais un petit peu plus. Et les personnes qui sont sur les 5 universités canadiennes. Mais je peux vous dire que ces espaces collaboratifs, ça marche parce qu'en très peu de temps, nous venons de monter des projets qui, je le sais, auront un impact sur la durée. Donc, merci à tous, à toutes. Et à très bientôt, je le sais. Aussi en virtuel, puisqu'on se déplace aujourd'hui sur les écrans. Mais merci beaucoup.